TVA. Donc, au niveau de la banque, ça veut dire quoi? C'est la TPS, la taxe sur la prestation de services. Donc, ce crédit-là, il est exonéré de cette taxe. Alors, donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur le CDMH. Il y a pas mal d'autres conditions que je ne vais pas égrener ici au regard du temps qui nous est imparti. Donc, il y a ce premier type de crédit qu'on appelle le crédit CDMH qui permet aux personnes dites ayant des revenus modestes d'accéder à la pleine propriété. Elle s'adresse sur des logements qui sont dits logements sociaux ou économiques. Le deuxième type de prêt que nous avons, que j'appelle le crédit, pour moi j'appelle le crédit classique de prêt immobilier. Donc lui, il est régi par les règles des banques. Au niveau du taux, chacun fait son offre. On a vu des banques qui ont proposé des taux de 6%, il y a d'autres qui ont proposé 9 ou 8%. À ce niveau-là, on est, comme on le dit, un guillemets, à la merci en tout cas des banques pour pouvoir faire ce financement-là. Alors, les caractéristiques, quels sont les éléments qui caractérisent un prêt immobilier? Donc, j'ai parlé de tout à l'heure avec le CDMH. Sur le marché, le constat qu'on a fait, c'est que les taux oscillent entre 6 et 12%. Deuxième élément de caractéristique, c'est la maturité des crédits. Ça veut dire la durée sur laquelle les crédits doivent être remboursés. Donc, c'est une durée qui, pour le CDMH, ça part de 11 à 20 ans. Et puis, sur les autres crédits classiques, on commence à 3 ans et on va jusqu'à 20 ans. Autre élément qui est important pour tout acquéreur de crédit, c'est de savoir quels sont les frais de dossier. Lorsque vous instruisez un dossier de crédit à la banque, il y a les frais de dossier auxquels vous serez assujetti. Donc, notre analyse du marché nous montre que ces frais oscillent entre 0,5% du capital emprunté et 1%. Les frais d'assurance, l'assurance c'est quelque chose d'obligatoire. Il intervient à l'assurance, cette assurance, elle intervient à deux niveaux. D'abord sur l'assurance décès emprunteur, parce que tout dossier de crédit qui est instruit, on va vous demander de prendre une assurance sur la vie de la personne, déjà. Et puis le deuxième élément par rapport au caractère immobilier, c'est une assurance qu'on appelle l'assurance multirisque habitation. Cette assurance multirisque habitation, la banque se prémunit en tout cas du risque d'incendie, cas où éventuellement il y aurait un incendie, pour pouvoir se faire recouvrer. L'autre élément aussi, c'est en cas d'inondation ou je sais pas d'autres événements qui peuvent véritablement mettre en mal en tout cas le bien, détruire le bien en tout cas qui a fait l'objet de financement. Un aspect qui souvent n'est pas pris en compte aussi par les acquéreurs, moins qu'ils ne le savent pas, c'est les frais de remboursement anticipé. Parce que généralement, lorsque vous faites un crédit, dans la convention de crédit, on prévoit une clause de remboursement anticipé. Au cas où le crédit n'est pas arrivé à échéance, j'ai les moyens de pouvoir solder le crédit. Quels sont les frais ou les pénalités que j'aurai à avoir à payer? Et ces pénalités, ces frais de remboursement anticipé, c'est entre 1 et 2% en fonction des banques. Le dernier élément que nous avons identifié en ce qui concerne les caractéristiques de nos dossiers de crédit immobilier, c'est la quotité cessible. Alors, la quotité cessible, c'est quoi? C'est, si vous voulez, la proportion que représentent les traites que vous allez avoir à payer par rapport aux revenus dont vous disposez. Le revenu, c'est quoi? C'est le salaire. Le revenu, c'est quoi? Ça peut être des rentes agricoles. Donc tout ce qui a un caractère constant et pérenne sur une durée bien déterminée permet en tout cas de pouvoir calculer la quotité cessible. Avant, on était sur la notion de la partie non saisissable du salaire qui était de 33%, et à la faveur du développement des logements sociaux avec le programme en 2012, le lancement du programme des logements sociaux, l'État a fait sortir un décret qui régit en tout cas les quotités cessibles. Et ces quotités cessibles partent de 35% à 57% en fonction du revenu. Éventuellement, je pourrais vous donner les différentes tranches qui existent. Donc, pour des revenus compris entre je dirais, le SMIC et 200 000, la quotité est de 35%. Entre 201 000 et 400 000, c'est 38%. Entre 401 000 et 600 000, c'est 42%.
Entre 601 000 et 800 000, c'est 45%. Entre 800 000 et 1 million, 48%. Entre 1 million et 1 million 5, 52%. Entre 1 million 5 et 2 millions, 55%. Et plus de 2 millions, 57%. Tout ça, c'est des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir faciliter l'accès, en tout cas, au crédit immobilier. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire déjà sur les caractéristiques, en tout cas, du crédit immobilier. Nous allons aborder maintenant le processus d'octroi du crédit immobilier. Alors on va traiter un cas, et puis je pense que dans les questions, on verra en fonction de certaines spécificités. Je vais aller sur le cas le plus courant que nous avons, c'est qu'on va chez un promoteur immobilier, on est intéressé par le programme, et puis on souhaite en tout cas se faire financer par la banque. Alors, dans ce processus, ce qui se passe, dans la première étape, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir le promoteur, on va faire la visite, éventuellement s'il y a un chantier ou bien on regarde le plan, on est intéressé par le programme. Mais le promoteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez, si vous êtes intéressé, remplissez cette fiche de souscription qui marque votre adhésion au programme. Ok, donc vous allez d'abord avoir la souscription au programme par rapport à ce logement, donc il y a une fiche de souscription. Et ils vont vous donner les conditions, ils vont vous dire, écoutez, pour que nous on puisse vous considérer comme intéressé par le projet, vous allez constituer un apport initial. Cet apport initial, ça dépend. Il y a certains qui vous diront 10%, il y a d'autres qui vous diront 20%. Et ça se matérialise par un document qu'on appelle l'attestation de réservation. Donc ça, on est dans un cas où on a un apport que nous constituons pour pouvoir faire la réservation du site et après on va voir la banque. Une fois que ça c'est fait, on vient avec son attestation de réservation et on vient voir la banque pour dire, bon écoutez, moi j'ai vu telle maison, elle m'intéresse, je souhaiterais que vous puissiez m'accompagner dans la réalisation, dans l'acquisition de ce bien. Alors, la banque, elle va faire des analyses à plusieurs niveaux. Parce que souvent c'est cette partie-là qui est parfois méconnue ou même pas très explicite vis-à-vis du futur acquéreur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une analyse d'abord à plusieurs niveaux. Le premier niveau qui va être fait au niveau de l'analyse, ça va se faire au niveau de l'emprunteur lui-même, celui qui vient demander le crédit. Quels sont les éléments que la banque va essayer de faire? Premier élément, est-ce que la personne à qui je fais le crédit est capable de rembourser le crédit? C'est ce qu'on appelle la capacité de remboursement. Mais cette analyse, elle est basée sur quoi? Sur deux notions. La première notion, il y a l'employeur. La deuxième notion, c'est le revenu. Je décide de faire un crédit. Je dois faire un crédit de X fonds à telle personne. La première analyse que je fais, est-il salarié ou quels sont les revenus, les sources de revenus qu'il a? Quelle est la pérennité ou la solvabilité de la source de ce revenu? Exemple, il est fonctionnaire, il souhaiterait avoir un crédit. Est-ce qu'on peut lui faire un crédit? Est-ce qu'il a une capacité à rembourser? Oui, il a un salaire, c'est l'État qui paie son salaire, il n'y a pas meilleure garantie que l'État. Il est salarié d'une entreprise du privé, on va faire une analyse pour voir est-ce que son employeur est capable de pouvoir payer son salaire sur la durée du remboursement du crédit qu'on aura défini. Quelle est la viabilité de l'entreprise qui l'emploie sur la durée de remboursement du crédit? Cette première analyse qui est faite. Deuxième analyse au niveau de l'emprunteur, ce sera la capacité d'endettement. Et cette capacité d'endettement va se mesurer avec quoi? Avec les quotités cessiles que je viens d'évoquer. On va prendre un exemple concret. Quelqu'un qui dispose d'un revenu de 200 000, on suppose que la partie employeur, tout est bon. Il dispose d'un revenu de 200 000, supposons qu'il n'a même pas d'autres crédits. On va regarder pour voir, avec 200 000 de salaire, quel est le niveau de quotité cessible maximum qu'il peut atteindre. On va regarder la quotité cessible maximum. Ici, c'est 35%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 35% des 200 000. Donc, 35% des 200 000, ça va nous donner autour de 70 000, si je ne me trompe. Donc, ça donne 70 000.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le crédit qu'on va lui faire, les traites qu'il va avoir à payer ne doivent pas dépasser 70 000. Vous voyez l'analyse qui est faite à ce niveau-là. Et donc, sur cette base, en fonction du montant que le client va demander, la banque, il va rentrer maintenant dans la simulation, il va aller sur le simulateur, il dit, bon voilà tel montant que vous pouvez avoir au regard de votre capacité d'endettement. Est-ce que la maison ou le programme appartient à un programme CDMH ou pas? Pour voir si on peut aller même sur le CDMH d'abord. Ça suppose en amont qu'on s'assure que la partie acquéreur, l'emprunteur lui-même, est rempli déjà les critères. Mais est-ce que le programme qu'il a choisi là-même, est-ce qu'il est agréé au CDMH? Parce que le client va venir, moi ce que je sais, l'État nous dit qu'on peut faire des crédits à 5,5, à 5,5%. C'est ce que le client va dire. Lui, c'est ce qu'il retient. Mais à la pratique, pour bénéficier de 5,5, comme je l'ai expliqué en amont, il y a des critères, il y a des trucs à respecter. Et ces critères à respecter sont au niveau de l'acquéreur, mais également au niveau du promoteur. Donc on va vérifier déjà, est-ce que le programme est agréé au CDMH. Si on n'est pas dans le programme, on va aller donc sur le deuxième type de crédit immobilier.